là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Laisse-moi qu'on ne veut pas, nous on est là. On est là. On est là. Laisse-moi qu'on ne veut pas, nous on est là. Pour l'honneur des travailleurs et pour un monde meilleur. Laisse-moi qu'on ne veut pas, nous on est là. On est là. On revient là. Bonjour, je m'appelle Pierre-Frédéric Zieba et vous avez pu me voir sur des vidéos YouTube, donc voilà, mais en fait peu de gens, enfin tout le monde ne sait pas que j'habite ici à Marseille et que je passe une semaine sur deux à Paris. C'est pour ça que vous me voyez souvent dans les cortèges à Paris. On te voit de partout en fait. Hein. Voilà. Parce qu'il n'y a pas eu qu'à Paris. Ouais. Comment sinon enfin voilà, ce qui a fait que j'étais dans le mouvement des Gilets jaunes au départ, c'est que en fait j'ai créé une association avec un collègue handicapé pour améliorer l'accessibilité dans les transports en commun. Et voilà, en fait, je pense... On mettra le lien en bas de la vidéo. Hein. Ouais. Et je pense que il y a beaucoup à faire là-dedans et que ce combat se rapproche beaucoup de celui du gilet jaune. Voilà, les gilets jaunes, les mots d'ordre, c'est par exemple justice sociale. On est en plein dedans en abordant le thème du handicap, puisque vraiment l'injustice sociale avec les handicapés, on ne peut pas faire mieux. Bon, ça fait 2 ans qu'on te voit dans la rue et aux 4 coins de France. Il s'est passé quelque chose quand même pour les handicapés en bénéfice. Ouais, il s'est passé quelque chose, c'est sûr. Vous avez obtenu quelque chose quand même? Voilà, c'est une rallonge de 30 € par mois, je ne sais plus exactement les chiffres, mais l'injustice sociale, c'est par exemple qu'en tant qu'handicapé, alors ça dépend des handicaps, hein, mais on n'a pas le droit à la CMU, la couverture maladie universelle. Et ça quand même, ça paraît évident à pas mal de monde qu'on devrait l'avoir. Donc sur ce point précis, si on veut caractériser ce qu'est une injustice sociale, il n'y a pas mieux. Je pense que le fait que les handicapés n'aient pas les CMU, c'est une grosse injustice sociale. Bon, après, les politiques auront des tas d'arguments pour vous convaincre, pour vous faire croire que c'est normal qu'on ne donne pas la CMU aux handicapés. N'empêche que ça reste une injustice sociale. Voilà, et puis aujourd'hui, alors, c'est dans notre association, bien sûr, il n'y a pas que moi, le président de l'association n'est pas franchement pro-gilet jaune. Moi, je le suis parce que, pour des raisons personnelles, pour moi, c'est assez naturel d'être dans les gilets jaunes. Et au début du mois de janvier, j'ai pris 3 amendes que j'ai contestées. Et comme là, on est juste à côté d'une banderole qui parle du RIC, voilà déjà, le RIC, ce serait de demander aux gens s'ils trouvent normal qu'on soit, qu'on soit amendé pour rien. Entre parenthèses, ils m'ont mis une amende aux Champs-Élysées alors que j'étais tout seul et ils ont retenu rassemblement interdit. Voilà. Donc, rassemblement de plus de 6 personnes interdites.
Non, non, moi j'étais tout seul. Toi, d'accord. Rassemblement Oui, mais c'est le interne. fait que tu sois connu, donc tu es vraiment dérangeant. Voilà, j'ai compris, bon, par la suite, que effectivement, quand ils disent rassemblement interdit, c'est pas anodin, mais n'empêche que j'étais tout seul, donc Bien voilà. sûr. Et pour les déplacements maintenant, comment tu vas pouvoir partir à Paris avec Alors, l'interdiction de se déplacer à un certain nombre de kilomètres? alors justement, j'ai entendu que les déplacements interrégionaux étaient interdits, sauf motif À impérieux. combien de kilomètres? On ne sait pas? Non, pour l'instant interrégionaux. Donc interrégionaux, c'est... Mais de toute façon, bon, j'en ai rien à faire. Tu voyages moi- quand même? Voilà, vu que je vais dans Ils ma... vont t'arrêter dans les trains, ils vont t'arrêter. Ça veut dire si Ouais, ouais, mais bon, je peux toujours faire une attestation et après, en me débrouillant avec ma famille, je peux vraiment faire un justificatif pour motif impérieux. Après, l'autre fois, quand j'étais aux Champs-Élysées, parce que voilà, un de mes projets, c'est de faire que je suis tous les jours sur les Champs-Élysées quand je suis à Paris. Donc j'essaie d'y être tous les jours, hein. Après je vais dans ma famille aussi. L'autre fois m'est venue cette idée que en fait, voilà, je pose la question, n'est-il pas impérieux de lutter contre la politique ultralibérale de Macron? N'est-il pas, voilà, la veille on avait fait la manifestation climat, n'est-il pas impérieux de s'interposer dans cette politique qui veut toujours plus de développement et le contre-pouvoir, c'est toujours les gilets jaunes, hein, Voilà. à l'heure actuelle. voilà, mais là du coup je vois même à Paris des gilets jaunes et qui ont peur de sortir de chez eux, alors je les comprends. Et il y a de quoi, voilà, il y a de quoi avoir peur avec Ouais, tous les accidents. Oui, moi aussi, la dernière fois que je suis allé à Paris, j'avais peur et je me suis dit en fait, et voilà, là le pays est dans une situation un peu particulière où il y a une crise sanitaire et donc la Constitution de la Ve République prévoit que le gouvernement peut avoir des pouvoirs exceptionnels en période de crise. N'empêche qu'on est en train de virer à la dictature. Voilà, pour empêcher ça, moi je ne conçois pas que dans le futur, mes futurs enfants puissent me dire mais comment tu as laissé le pays devenir une dictature alors que c'était une république avant? Voilà, donc je lutte. Pour moi, je pense que si j'ai des amendes à 135 €, c'est pas bien grave. Après, je comprends pour les autres gilets jaunes qui ne sont pas dans ma situation qu'ils aient peur. Mais voilà, je voulais faire savoir à tous que en fait, c'est un motif impérieux d'essayer de lutter contre la politique de Macron, sa négligence de l'environnement et plein d'autres sortes de négligence. Voilà. Merci Pierre. De rien, merci de m'avoir interviewé, Alain. Et puis, vous m'avez permis de dire l'essentiel de ce que je voulais dire aujourd'hui. Après, je vous le dis, j'ai un projet aussi pour essayer de rencontrer les gilets jaunes de manière individuelle pour connaître bien les tenants et les aboutissants de l'engagement de chacun. Voilà. D'accord. Normalement. Donc, on remet l'adresse en bas de la vidéo, de façon à ce que l'on puisse te contacter. Ça, c'est plutôt pour me contacter D'accord. Personnellement. Et je pense que le réseau Instagram est mieux pour ça parce que j'ai été interdit de Facebook.
Ben, beaucoup sont interdits sur Facebook, oui. Ouais. Même l'Œil Et- Journal d'ailleurs. Ouais. Et moi, mon Facebook, c'est mon nom et mon prénom, donc N'en dis pas trop. d'accord. Voilà. Ok. Euh, Merci Pierre. voilà. Donc cherchez Pierre-Frédéric puisque c'est mon prénom. Merci Pierre. Voilà. Donc qu'est-ce qu'on fait ce matin? En fait, on est là sur le rond-point du côté de Saint-Loup avec les gilets jaunes du coup. Et on est toujours en train d'être dans cette dynamique de diffuser au maximum l'information sur cette réforme de l'assurance chômage, faire en sorte que l'info sorte de nos lieux de discussion et donc toujours pour essayer de mobiliser le plus de monde possible, informer sur ce qu'on fait au théâtre et sur cette réforme qui va nous mettre tous dans la précarité, 1,2 million de personnes encore. Donc voilà. Sylvie, Gilets jaunes Marseille Centre. Donc je voulais d'abord parler de la banderole là, qu'on vient de voir, qui réclame l'inéligibilité des élus corrompus. Cette banderole, on l'a faite dans le contexte du procès de Jean-Noël Guérini, dont le procureur d'ailleurs vient juste de requérir de très très lourdes amendes pour détournement de fonds et des peines de prison. Et en même temps, on rappelle une des revendications essentielles des Gilets jaunes qu'on voit également sur cette banderole, à savoir le RIC. Et pour nous, quand on s'est soulevé, les Gilets jaunes, il y avait une revendication essentielle qui était un retour à la démocratie, parce qu'on considère qu'aujourd'hui, tout ce qui est pouvoir et exercice du pouvoir est confisqué. C'est-à-dire, par exemple, on l'a vu avec Macron, on élit un président, il a à peine 20% des inscrits, mais peu importe, avec ces 20%, il va nous imposer son programme sans qu'il n'y ait jamais de retour. Et c'est ce qui explique aussi que plus de 2 ans après le 17 novembre, les Gilets jaunes sont toujours sur les ronds-points, parce que d'une part, on n'a jamais eu de réponse à nos questions, il a essayé de nous bananer avec le grand débat, et puis on s'aperçoit aujourd'hui que dans une crise sanitaire qui est absolument, alors qu'on la reconnaisse ou qu'on la reconnaisse pas, toujours est-il qu'il y a véritablement en tout cas des fautes de crise sanitaire, une crise économique, et qu'une fois de plus, nous ce qu'on avait dénoncé, à savoir les inégalités sociales, elles se sont renforcées. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit qu'il y a des gens qui vont déposer le bilan, on s'aperçoit qu'il y a des gens qui sont au bord de la crise de nerfs, qui n'en peuvent plus, et on s'aperçoit là que les inégalités de logement, par exemple, avec la crise, effectivement, il y a des gens qui ont la chance d'avoir un appartement suffisamment vaste, avec un peu des extérieurs, et donc finalement qui peuvent accepter quelque part le confinement, même si c'est dur pour tout le monde. Et il y a des gens qui sont confinés dans des tout petits appartements où ils sont très nombreux. Et là, on voit que l'injustice sociale, elle est renforcée par les périodes de crise. Et là, le confinement que vient de décréter Macron, il est directement issu des politiques néolibérales qu'on subit depuis plus d'une vingtaine, enfin depuis de très longues années. Parce qu'effectivement, on s'aperçoit qu'ils ont fermé des lits, qu'ils ont fermé de la réanimation, qu'ils ont diminué le recrutement des personnels soignants. Et malgré la première alerte, il n'y a rien eu de fait de ce côté-là depuis le début de la pandémie. Et là, avec l'histoire du vaccin, on s'aperçoit que la France, elle a perdu en autonomie et en souveraineté parce qu'elle est complètement désindustrialisée. On n'a même pas été capable de produire des masques. Là, alors que Sanofi, c'était un des fleurons de la pharmacie et de la recherche et que la France, elle est la patrie du vaccin avec Pasteur, on s'aperçoit qu'on n'est même pas capable, nous, de sortir un vaccin parce qu'effectivement, Sanofi, il a fermé tous les pôles de recherche. Et aujourd'hui, qu'est-ce qu'on fait? On est à la botte de l'Union européenne, on est complètement soumis et on dépend du bon vouloir de gens qui ne sont pas élus et qui ne sont pas responsables devant les citoyens pour savoir si on achète tel vaccin ou pas tel vaccin. Apparemment, il y a un vaccin Spoutnik qui fait ses preuves, mais sous prétexte d'idéologie, on refuse de l'acheter, alors que, après, là, je ne prends pas non plus parti sur le vaccin, mais si le vaccin, c'est la solution, eh ben, donnons-nous tous les moyens pour vacciner la population, si c'est la seule chose. Ou alors, faisons en sorte qu'il y ait une rotation de la société, qu'il y ait une distanciation sociale, qu'il y ait la création de lits de réanimation, parce que s'il y avait des lits, on n'aurait pas besoin de confiner les gens. J'aimerais terminer cette petite vidéo avec le passeport sanitaire. Alors, moi j'en ai peur. Alors ils nous garantissent qu'il n'y aura pas de passeport sanitaire. Mais ce qui est évident, c'est que de toute façon, même si le vaccin n'est pas obligatoire, ils vont effectivement
probablement soumettre l'accès à un certain nombre de lieux publics au fait qu'on soit ou vacciné ou qu'on ait un test négatif. Des camps. Voilà, pas des camps, mais enfin on ne pourra accéder aux transports en commun, aux salles de théâtre, aux restaurants, que si on est vacciné. Et là, il y a effectivement une mise sous tutelle de la population et c'est vraiment dramatique. Et d'où le RIC et d'où la revendication des Gilets jaunes de retour à une démocratie directe. Merci Sylvie. J'ai parlé un peu vite. Non, ça va. Hola les amis, moi c'est Leslie. Donc je fais partie des oubliés du système avec Isabelle, avec Angel, avec Soso, avec Belle, la révolution est en marche et rien ne pourra l'arrêter, je le salue d'ailleurs. Avec les parents en colère, avec Réaction 19, Maître Brouza, avec qui j'étais hier sur les Sablettes à Toulon. Avec moi, la ZAD de Mazog, anti-carrière, collectif anti-carrière, parce qu'on est en train de nous poser une carrière sur la source du Var et du 13, donc il faut le savoir. On est en train de nous polluer toutes nos nappes phréatiques, plus d'eau. Après l'air, nos enfants, ils pourront même plus boire. Donc c'est vraiment une catastrophe écologique. On est aussi avec Denis Agré, un médecin urgentiste que je soutiens et à qui je pense très fort, qui devait être là aujourd'hui, mais qui pour des raisons personnelles n'a plus l'envie, le courage, il n'y croit plus. Il est sur la sellette au niveau de l'ordre des médecins. Voilà, il doit passer des analyses psychiatriques pour prouver qu'il est vraiment sain de corps et d'esprit. Donc merci la France pour toutes ces choses qu'on peut nous imposer. Moi aussi je suis passée à côté parce que dès qu'on sort un peu du cadre, qu'on a des pensées différentes concernant le vaccin, ce virus, on nous dit qu'on est fou et qu'il faut aller se faire enfermer, piquer, soigner et j'en passe, des gentillesses. Donc aujourd'hui je suis là pour représenter tous ces collectifs et vous expliquer la marche. Donc nous on est parti le 19 mars de Montpellier, on est à peu près au niveau de Clermont-Ferrand en ce moment. On monte jusqu'à Paris. Qui n'a rien à voir avec la marche du Sud. Alors si, on est ensemble avec Franck, hein, il est où? Il est en bas Franck. Oui, Franck, d'accord. je ne sais pas si tu veux venir parler aussi de ta marche. Donc Franck partira samedi avec Xavier. Moi je suis partie le 19 mars et on se retrouve tous le 1er mai à l'Assemblée nationale. C'est un ancien marcheur moi également. Hein. Excellent. Alors on fait 25 km par jour, eux ils en font 35, c'est des bleus. C'est tout. Donc mon beau t-shirt. Unissons-nous, réveillons-nous. C'est maintenant ou jamais. Rejoignez-nous dans le mouvement, on vous attend. Force, honneur à tous. On mettra l'adresse en bas de la vidéo. Ok, Leslie Léa sur Facebook. Victor, je suis du syndicat des Gilets jaunes. Un syndicat des Gilets jaunes, alors là, ça fait peur. Hein. Alors ça fait peur, c'est normal. Parce que les syndicats, ils sont tous pourris. D'accord. Donc forcément, quand tu dis syndicat... N'ayons pas peur des mots. Ah, ils sont pourris, il faut dire ce qui est. Nous, on le sait parce qu'on en vient. Donc on dit pas ça par hasard. Parce que non seulement on les a vus, mais en plus on les a fait condamner. Donc on peut dire qu'ils sont pourris, c'est pas un problème. C'est pas une légende, c'est vrai. Donc nous, ce qu'on a voulu faire, c'est un syndicat qui prenne les vraies valeurs du syndicalisme, c'est-à-dire c'est la base. La base qui doit décider comment doit être géré le syndicat. Parce que c'est les travailleurs qui sont en bas qui décident et non pas l'inverse. Parce que les autres syndicats, c'est l'inverse. Ça se décide en haut et puis ça redescend pas en bas en fait. Donc nous, on a voulu faire un truc qui a été fait avec des Gilets jaunes. Quel âge a votre syndicat? L'âge des Gilets jaunes? 2 ans? Alors en fait c'est un peu plus compliqué que ça parce que on a pris une ancienne structure syndicale qu'on a transformée en Gilets jaunes. Parce que pour exister il faut 2 ans d'ancienneté. Donc le syndicat des Gilets jaunes a 2 ans d'ancienneté puisqu'il a bénéficié d'une structure qu'on avait. Sinon on n'existait pas. Vous êtes sur Marseille? Non, on est sur Paris. Enfin on est sur Paris, on est sur toute la France, mais nous on vient de Paris. Donc nous mettrons l'adresse en bas de la vidéo. Voilà. Et... En fait, pour dire d'où on vient, avant on était affilié à une grosse centrale syndicale bien connue. Tu m'entends? Je t'entends, mais tu n'es pas présenté. Ah pardon, Stéphanie, donc syndicat Gilets jaunes. Donc avant on était affilié, mais il y a longtemps de ça, hein, il y a 6 ans, on était affilié à une grosse centrale syndicale bien connue, avec laquelle on a eu plein d'oppositions politiques. Bon. Donc ils ont essayé de nous mettre, enfin ils n'ont pas essayé, ils nous ont mis sous tutelle, ils nous ont pris nos bureaux, ils nous ont pris nos comptes bancaires, ils nous ont pris nos matériels, ils nous ont pris nos documents comptables, enfin tout, ce qui est absolument illégal. On s'est battu au tribunal contre eux pendant plusieurs années, on a gagné, on les a fait condamner. On s'est évidemment désaffilié et au lieu de rejoindre une autre centrale bien connue, on est resté indépendant. C'était avant les Gilets jaunes. Donc avant les Gilets jaunes, on avait déjà créé une structure totalement indépendante, horizontale, avec des mandats révocables, un soutien financier pour nos adhérents grévistes, enfin voilà les valeurs qu'on voulait voir dans le syndicalisme normal, quoi. Et quand les Gilets jaunes se sont levés,
Alors, on a trouvé ça tellement super qu'on y est allé tout le temps, en gilet jaune. Les gens qui nous voyaient commençaient à savoir qui on était. Le mot syndicat, comme tu disais, passait mal, mais après ils nous ont connus, ils savaient comment on fonctionnait de façon indépendante et horizontale. Ça leur a plu. Ça on y tient beaucoup, justement. Et donc on nous a proposé, ce sont des gilets jaunes qui nous ont proposé de créer un syndicat gilet jaune. Comme l'a dit Victor, en fait, comme on avait déjà une structure dormante, comme on avait plein de problèmes et qu'on avait essayé de nous tuer plusieurs fois, on avait créé plein de structures dormantes comme ça. On en a d'autres d'ailleurs. Je dis ça au hasard, comme ça. Et donc on a transformé une structure dormante en union des syndicats gilets jaunes, ce qui nous permet de pouvoir créer des syndicats dans toutes les branches d'activité, que ce soit privé ou public, et de fonctionner normalement comme un vrai syndicat, aller en justice, créer des sections syndicales, nommer des militants, etc., etc. Donc on est un syndicat tout à fait normal, sauf qu'on a des statuts révolutionnaires. Voilà. Ce qui veut dire Ce qui veut dire que notre seule ligne, c'est l'humanisme. C'est remettre l'humain au centre des décisions. Voilà. Ça a toujours été notre ligne depuis plusieurs années. Et avec les Gilets jaunes, c'est repris en force par des citoyens en colère. C'est magnifique, quoi. Donc voilà, c'est ce qu'on veut faire aujourd'hui. Alors, effectivement, pour être indépendant, il ne faut pas être corrompu. Pour ne pas être corrompu, il ne faut pas être acheté de quelque manière que ce soit, ni par l'État, ni par les patrons. Le problème des grosses centrales aujourd'hui, c'est que la majeure partie de leurs revenus viennent soit de l'État, via des subventions, de l'Europe, oui, aussi, et des boîtes, par le biais de détachements, de subventions de toutes sortes. Voilà. Donc ça représente des millions d'euros. Donc nous, on a écrit dans nos statuts qu'on refusait ça. On ne vit que des cotisations de nos adhérents. Donc notre seul souci, ce sont les adhérents. Et c'est eux qu'on va défendre. Voilà. Ni l'État, ni les patrons. Il y a des avocats? On est structuré juridiquement, bien sûr, parce qu'on est des syndicalistes de longue date. Donc on a des avocats, on a une structure juridique solide. Qui peuvent aider les salariés? Qui peuvent aider les salariés. Même les petits indépendants nous ont rejoints aussi, parce qu'il y a des indépendants qui souffrent, parce qu'il y a de tout. Hein. Donc on peut s'occuper de tout le monde. Donc n'hésitez pas à nous appeler, faire connaissance avec nous, et vous verrez qu'on va vous aider. Les cotisations, c'est pas plus cher qu'ailleurs? Les cotisations, en fait, représentent 0,85% de votre revenu le plus bas. Donc si vous touchez 1 000 €, ça vous revient à 8,50 € par mois. Et sinon, c'est déductible des impôts Et c'est déductible des impôts à hauteur de 66%. Donc si tu n'es pas imposable, l'État te rembourse 66% de tes cotises. Voilà, c'est comme ça que ça marche. Comme un vrai syndicat, en fait. Et il y a un autre truc important dans les statuts, c'est qu'on a des mandats révocables. un truc. Alors, si vous avez des trucs, c'est pas intéressant. Hein. Alors, c'est des mandats révocables. C'est-à-dire qu'en gros, si les personnes qui dirigent les sections syndicales ou le syndicat commencent à être corrompus ou achetés, voilà, s'ils font pas le taf, ils peuvent être dégagés direct par la base. On l'a inscrit direct dans les statuts, ce qui oblige tout le monde à être droit et carré. Parce que tout le monde va se surveiller, hein, et c'est ce qu'on va faire. Hein, la base va, puisqu'on est tous de la base, on va tous regarder qui va faire quoi. S'il y en a qui déconne, il dégage. C'est aussi simple que ça. Ça, on l'a mis dans les statuts, ce qui est révolutionnaire parce que les autres syndicats ne le font pas. Et c'est d'ailleurs pour ça qu'on retrouve des systèmes de corruption bien ancrés qui sont indéboulables parce qu'on ne peut rien faire contre eux. Nous, on ne peut pas l'avoir ça. Si quelqu'un se fait acheter, on va aller voir, on va dire tu t'es fait acheter, tu dégages. Voilà. Ce qui va aussi avec le mandat impératif. Parce que le mandat impératif aujourd'hui est interdit dans la Constitution française. Alors, explique. Mandat impératif. Alors, le mandat impératif s'oppose au mandat représentatif. Aujourd'hui, en France, on a des mandats représentatifs. On élit un président, on élit des députés pour une durée bien donnée. Et pendant cette durée, nous, on ferme notre gueule et on laisse faire l'élu, il fait ce qu'il veut. Voilà. Et il donne le message qu'il veut. S'il ne respecte pas ses engagements de campagne, par exemple, on ne peut rien faire. Voilà. Exemple, Hollande, voilà, qui a prôné mon ennemi c'est la finance, qui a fait un programme de droite, on n'a pas pu le révoquer, parce que c'est interdit dans la Constitution. Il n'a pas de mandat révocable, il a un mandat représentatif. Donc le mandat impératif, lui, on te donne mandat pour porter un message, et tu portes ce message. Si tu ne portes pas ce message, tu dégages. Et ça rime, en plus. C'est ce qu'on a mis dans les statuts. On l'a inscrit dans les statuts, comme ça c'est clair. Ils sont visibles sur le site internet. Que j'imagine, tu vas donner le lien. Moi je me présente alors, Polo, Gilets jaunes depuis novembre 2018, depuis le début. J'ai appris qu'un syndicat des Gilets jaunes existait, donc j'ai adhéré il y a un mois environ. Pourquoi ? Parce que personnellement j'ai été syndiqué et malheureusement quand j'ai eu un problème avec mon employeur, les syndicats ne m'ont pas défendu. J'ai même plutôt, on va dire, ça a même été plutôt l'inverse. Donc je choisis ce syndicat parce qu'effectivement il est
il est indépendant, le mandat révocatoire, et puis aussi le côté horizontal. Alors on va essayer justement à créer une représentativité un peu plus importante, puisque là c'est à l'échelon national, hein, on retrouve tout ça à l'échelon national, sur Paris, et autres d'ailleurs, je crois qu'il y avait Toulouse ou Bordeaux, je ne sais plus, non. Et on va essayer d'avoir des représentants syndicaux sur Marseille, voilà, dont je pourrais éventuellement faire partie. Très bien, bon ben le parfait n'existe pas, mais on peut s'y rapprocher. Ben, c'est très bien, merci. Merci à vous. Merci à vous.